dans ce panel, est-ce que vous avez commencé à répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure? Est-ce qu'on a quelques interventions déjà? Pas mal. Alors en attendant, on va ouvrir les 3 thématiques de ce panel que nos panélistes connaissent. Donc on va traiter 3 grands sujets. Le premier, c'est pourquoi la cybersécurité est devenue un levier de confiance. Et croyez-moi, la confiance, surtout sur le continent africain, c'est quelque chose d'important pour les PME africaines. Et donc, pour introduire cette thématique, je voudrais vous rappeler quelques chiffres clés. Déjà, sachez que plus de 70% des cyberattaques ciblent les PME en Afrique. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que 30% qui ciblent les grands comptes ou les administrations. 70% des cyberattaques ciblent les PME. Et croyez-moi, c'est très important parce que c'est les PME, comme vous le savez, qui créent de la valeur pour le territoire. Et donc, de cette manière-là, vous avez un coût moyen par start-up ou par entreprise, par PME attaquée. Le coût moyen d'une cyberattaque structurée réussie, c'est de l'ordre de 40 000 $. 40 000 $ pour une PME, ça peut être fatal. Donc c'est vraiment une question très importante. Et donc vous avez les PME qui sont touchées ont un véritable risque de fermeture très rapide. Et d'autre part, vous avez quand même 60% des PME africaines qui sont victimes de ransomware. Alors vous voyez, cette thématique aujourd'hui, je pense, dans le cadre des assises de la transformation digitale en Afrique, c'est une thématique importante. Alors je voulais faire réagir un petit peu nos panélistes à ce sujet. On va commencer par le plus distant mais le plus proche de nos yeux. Stéphane, votre perspective sur cette question de pourquoi la cybersécurité est devenue un levier de confiance pour les PME africaines. À vous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Excellent. Alors, la perspective de la Côte d'Ivoire par rapport à cette question essentielle est une approche plutôt intégrée à notre niveau. Nous avons articulé des politiques autour de 3 stratégies nationales assez complémentaires les unes des autres. C'est la stratégie nationale de la gouvernance des données, la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et la stratégie nationale de la cybersécurité, qui est portée par l'Agence nationale de systèmes de sécurité ivoirien. Et ces stratégies positionnent la sécurité des données et la confiance numérique comme les prérequis à toute innovation. Et c'est pour ça que nous pensons que sans confiance, il n'y a pas d'investissement. Et sans données fiables, il n'y a pas d'intelligence artificielle crédible. Donc, c'est important que nous focalisons nos efforts autour de la gouvernance et la protection des données et que ce soit le cœur du pilier de la gouvernance et de la stratégie que nous essayons de mettre en place. Nous veillons à ce que chaque projet IA inclue des mécanismes de sécurité, de conformité et d'éthique dès leur conception. Je pense que c'est ce qui est essentiel pour protéger nos PME afin que ça devienne un levier de confiance pour elles. Merci beaucoup, Stéphane. Peut-être pour ordonner le débat, donc on a le point de vue d'un acteur de gouvernance au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir un point de vue d'un acteur du financement des startups, du financement de l'innovation. Monsieur Yves Cavanac, qu'est-ce que vous pouvez donner comme perspective complémentaire sur cette première question qui est pourquoi la cybersécurité est devenue un levier de confiance pour les PME? Alors, merci. Tout d'abord, je rappelle à Mohamedou qui me doit 0,5 Bitcoin depuis qu'on l'a hacké hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc, le compteur tourne. Et donc, je pense que c'est un bon exemple. Hein. Je rappelle que autour de l'innovation, et notamment dans ce qui me concerne les startups, aujourd'hui, si vous voulez travailler avec un grand groupe, avant de parler de technologie, et tout à l'heure, on parlait de processus, hein, de change management, l'autre aspect, l'autre fondamental, c'est la confiance. Et la confiance, c'est la cybersécurité, la protection de la donnée, la protection de l'environnement technique, de façon à prévenir toute attaque future. Et donc les startups ne sont pas suffisamment aujourd'hui préparées à travailler avec ces grands groupes et notamment être protégées d'un point de vue cybersécurité pour inspirer la confiance. Merci.
Alors, avant de parler, ce sera la deuxième thématique sur le comment, justement, le pourquoi la cybersécurité, peut-être aux yeux des experts d'implémentation de cette cybersécurité, peut-être Kautar donner une première perspective du pourquoi c'est si important aux yeux d'un éditeur de logiciels comme vous. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente effectivement l'entreprise Kaspersky et aujourd'hui, je suis en phase de travailler avec les startups et les PME. En fait, l'accompagnement qu'on fait aujourd'hui, c'est un accompagnement allant de bout jusqu'au bout. Ça veut dire aujourd'hui, l'accompagnement, il est de mettre en place une stratégie, enfin, généralement l'entreprise met en une stratégie commerciale, une stratégie par exemple marketing et financière pour développer la start-up ou bien pour développer l'entreprise, mais ils oublient carrément de mettre en place une stratégie de cybersécurité, chose qui est devenue vraiment parmi les priorités et la base en fait de mettre en place des solutions innovantes pour la protection des données. Et c'est pas parce que c'est une start-up ou bien une PME, ça veut dire qu'on va mettre par exemple en place que la stratégie commerciale, marketing et financière et oublier le plus important, c'est le levier de cybersécurité. Et généralement, ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est que les PME, par exemple, ou bien les startups, ils mettent des stratégies de cybersécurité, mais sur papier. Ça veut dire des stratégies qui ne voient pas le jour, ils ne sont pas opérationnels à 100% pour effectivement la protection de leurs terminaux, ou bien pour faire face aux incidents, etc. C'est-à-dire que vous intervenez souvent a posteriori, si je comprends bien. Ah oui, c'est sérieux. Hein. Très bien. Et alors, justement, concrètement, quand on a des cas comme ça, comment, et toujours pour traiter la première thématique, c'est pourquoi la cybersécurité, quand vous avez, Rachid, des clients qui vous approchent sur cette question-là, comment ils abordent cette question de la raison pour laquelle ils s'intéressent à la cybersécurité? C'est quoi leur rationnel? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, nous en tant qu'opérateurs et en tant que PME Tech, là, ça reviendrait de manière aléatoire. Les orientations de Sa Majesté pour effectivement tracer, structurer, industrialiser la démarche d'accompagnement cybersécurité. Il y a plusieurs opérateurs d'ailleurs. Toute la stratégie digitale 2030 effectivement, qui place la confiance numérique au corps de la transformation citoyenne, ça c'est de 1. Il y a la stratégie cyber 2030 portée par la DGSI qui structure la méthode, comment on peut accompagner, comment on peut auditer, mettre en place un cadre de gouvernance structuré pour n'importe quel typologie d'institution, PME, quelle que soit sa catégorie. Il y a le label Tierce Confiance par la CNDP, mais un focus sur la data, oriente un peu les axes d'audit autour de la data et comment on peut l'auditer, comment on peut la protéger, comment on peut la chiffrer, comment on peut la décortiquer dans tous les sens, comment on peut la classifier aussi. Il y a beaucoup d'initiatives, par exemple les clusters More Trust et autres, c'est des clusters qui innovent et qui fédèrent un peu ces startups, ces écosystèmes un peu qui promouvoient la cyber. Du coup, il y a un cadre légal, il y a une directive, il y a des orientations bien structurées qui nous servent, nous, en tant que PME Tech, à suivre pour qu'on puisse accompagner ces... Mais y a-t-il pas une forme de déconnexion entre ce cadre institutionnel et les pratiques réelles des entreprises? Le rôle du ministère de la Transition, c'est jouer ce rôle fédérateur, jouer ce rôle un peu de rassembler l'ensemble des initiatives, à gauche, à droite. Quand on crée les opérateurs tiers confiance, clairement ces opérateurs-là implémentent une stratégie qui est dictée au niveau de la stratégie cyber 2030. C'est-à-dire qu'il y a un maillage entre la DGSI et la CNDP pour qu'ils puissent travailler sur ce sujet. Quand on implémente des cadres de gouvernance, des directives sur le terrain, que ce soit sur le plan de gouvernance, que ce soit sur le plan implémentation, pas des directives aléatoires, c'est des directives qui sont co-censées, co-traitées, co-construites entre ces différents acteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie union, une vraie logique de maillage entre ces différents acteurs. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on aborde la deuxième thématique de ce panel, qui est comment transformer la cybersécurité en avantage compétitif pour les startups africaines. Alors, à ce titre, je voulais rappeler quelques chiffres. D'abord, celui qui concerne Yves, qui est que 82% des investissements internationaux incluent le critère cyber dans l'évaluation des due diligence dans le cadre de prise de participation. Donc, croyez-moi, si on veut en Afrique faire venir des financements, c'est quand même un facteur extrêmement déterminant.
notamment dans le domaine de la FinTech, où les acteurs de la FinTech ont 2,5 fois plus de chances de recevoir des financements si elles incluent ça de manière extrêmement forte dans leur due deal. Et puis 30% des marchés publics, je pense que vous devez le savoir, et privés africains exigent désormais des critères de cyber minimal, à minima. Je ne parle pas des cas particuliers. Donc voilà. Donc du coup, vous voyez, sur ces deux aspects, l'aspect financement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et également sur l'aspect de l'acheteur public, ce sont quand même deux grands axes qui nous permettent de comprendre que c'est quand même important. Alors pour adresser le comment, peut-être qu'on va faire du coup un bottom-up cette fois-ci, et demander à Kautar de nous dire, mais alors concrètement, ok, on a compris le pourquoi, maintenant le comment ça marche et comment on l'implémente. Alors, par exemple, chez Kaspersky, nous avons plusieurs étapes pour accompagner en fait les startups et PME. On se base en fait sur, par exemple, la formation. Donc, déjà former et sensibiliser les employés, les collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, les employés sont les premiers pare-feu aux menaces. Donc, s'ils sont sensibilisés aujourd'hui, donc ils pourront bien sûr comprendre, par exemple, ce que ça veut dire un mail de phishing, s'ils reçoivent un mail de phishing, etc. Donc, par la suite, il y a les solutions innovantes qu'on offre chez Kaspersky. Ce sont des offres dédiées pour les startups et pour les PME. Ce sont vraiment des offres spécialisées pour eux. On ne parle pas des offres grand compte parce que c'est un autre levier en fait de solutions. Et donc, aujourd'hui, il y a même des partenaires, par exemple MSP chez nous, qui peuvent gérer cette partie-là. Ça veut dire aujourd'hui, la start-up ou bien la PME, généralement, ils vont pas investir, par exemple, dans une équipe IT ou bien des administrateurs dès le premier coup. Parce qu'il faut tout un travail, il faut en fait de l'argent pour recruter du monde effectivement par rapport à ça. Et donc, il y a des fournisseurs de confiance avec qui on travaille aujourd'hui chez Kaspersky qui peuvent assurer cette partie-là. Et nous, on est derrière les coulisses. Il y a aussi des offres en fait de surveillance, par exemple, par rapport à toute la partie menace qu'on propose aux PME. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une PME, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une PME, elle est cible d'une attaque. C'est pas que les grandes entreprises, c'est pas que les banques. Aujourd'hui, tout le monde si par exemple l'entreprise est vulnérable, ça veut dire qu'elle sera cible d'un cybercriminel, elle sera cible bien sûr d'une attaque. Et donc aujourd'hui, on essaye de préparer une stratégie de cybersécurité pour ces PME, pour les aider en fait à mettre en place des solutions innovantes, de la formation, de la sensibilisation, pour pouvoir faire face à tous les incidents qui sont de plus en plus sophistiqués et ciblés. Merci. Justement, Rachid, concernant la mise en place de logique, donc il y a l'échelon purement logiciel, bien entendu, mais quand vous abordez, vous, avec vos clients ou les sociétés, les startups que vous conseillez, comment vous leur proposez d'aborder cette question de la cybersécurité? C'est quoi le rationnel derrière? Alors, le point de départ, un peu, c'est la data. La data, elle est bien recensée. Elle est mesurée en matière d'exposition au risque, vulnérabilité. Une fois on arrive effectivement à cerner un peu cette problématique-là, là on adresse la chose de manière un peu différente. Est-ce qu'il y a un cadre de gouvernance qui peut répondre un peu à l'ensemble des expositions, à l'ensemble des impacts qu'on a pu détecter? Et est-ce qu'il y a une stratégie d'implémentation? C'est là où on attaque. Effectivement, tout d'abord, on démarre par la gouvernance, on met en place la comitologie, l'organigramme, les ressources, l'organisation qui va faire que l'opérateur, la PME ou l'entreprise en question soit apte à démarrer un exercice cybersécurité. Et par la suite, en matière d'implémentation, effectivement, on démarre les exercices d'implémentation en installant, en faisant appel à pas mal de partenaires en matière de pénétration, en matière de chiffrement, d'analyse. Peut-être qu'il y a des catégories de données qui doivent être hébergées dans des entités souveraines, d'autres qui ont un risque, qui peuvent être hébergées dans des acteurs, faire intégrer des acteurs de confiance et faire fédérer un peu tous ces technologies autour de la provision. Ouais, très bien, merci beaucoup. Et quand vous abordez, Yves,
des deals. Comment la cybersécurité est-elle prise en compte? Comment est-ce qu'elle vous influence dans vos due diligence concrètement? Quelques cas peut-être qui pourraient nous intéresser. Alors, plusieurs choses. Depuis qu'on a commencé cette interview, il y a plus de 5000 PME dans le monde qui se sont fait hacker. Juste pour poser des chiffres. Donc, quand on sait que le coût actuel, coût connu, hein, c'est 10 000 milliards par an qui partent en fumée. Je pense qu'il y a un problème d'awareness. Hein. On parle de l'IA, de la bulle de l'IA. Moi, j'aimerais que ce soit la bulle de la cyber, parce que l'IA sans la cyber, ça ne veut rien dire. Donc aujourd'hui, il faut vraiment ramener les choses de façon à leur juste valeur, en disant, quand vous regardez une entreprise aujourd'hui, et notamment une start-up, et que vous êtes un investisseur, pour répondre à la question, la première chose, c'est est-ce que cette start-up, elle est protégée elle-même et elle va protéger ses clients? C'est un critère essentiel de la due diligence. Critère qui ne fait qu'augmenter si en plus, comme beaucoup aujourd'hui, mettent AI dans leur nom pour bénéficier d'investissements. Le premier critère, ça va être avant tout, savez-vous protéger votre client, savez-vous protéger votre entreprise? Demain, si vous voulez accéder au marché, ce sera un des premiers critères que vous aurez sur la table. Merci. Et au niveau gouvernance, quelles sont les initiatives publiques de soutien à l'émergence de start-up cyber que vous envisagez au niveau de que vous envisagez ou que vous avez implémenté d'ailleurs, hein, il y a les deux, il y a ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire. Stéphane. Alors, merci. Très bonne question. Ce qui est très important, c'est que le gouvernement se positionne en tant qu'élément de facilitation de tout ce qui est développement de start-up de cyber. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 3 initiatives assez importantes. 3 initiatives majeures qui sont le programme PADS. PADS qui stand for Programme d'accompagnement et de développement des startups. Ça intègre un volet conformité numérique et cybersécurité dans le processus de labellisation des startups. Donc, chaque startup ivoirienne aura un label officiel qui va intégrer justement ce volet-là. Ça, c'est le premier programme. PADS s'articule autour de 5 grands axes, sur lesquels je pourrais revenir un peu plus en détail après. Une deuxième activité ou initiative importante, c'est le label SafeIA, qui a été un des éléments importants de notre stratégie IA. Ce label SafeIA est en cours d'élaboration et pour essayer de l'établir, nous allons travailler avec plusieurs entités pour s'assurer que nous pouvons garantir des solutions IA conformes aux standards éthiques et sécuritaires et réglementaires de manière générale. On s'est beaucoup appuyé sur la recommandation 2021 de l'UNESCO pour commencer à travailler sur ce label SafeIA qui va être exigé à toute start-up IA qui veut se développer en Côte d'Ivoire. Ah, c'est une politique remarquable. Initiative. Pardon ? Une politique remarquable. Merci. Et le troisième, et pas le moindre non plus, c'est le Hub IA que nous sommes en train d'établir en Côte d'Ivoire, qui sera un pôle d'incubation dédié aux startups IA et aux données, qui va favoriser justement la création de solutions IA, notamment dans la cybersécurité, afin que on puisse accompagner toutes ces startups en cybersécurité en IA. Mais il faut que dès leur conception, elles aient des solutions sécurisées. C'est pour ça que l'ensemble du hub aura l'infrastructure technologique nécessaire pour garantir cela. On parle de Security and Ethics by Design. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place ici en Côte d'Ivoire. Donc, ces 3 programmes, je pense, apportent déjà un cadre assez structurant pour permettre d'accompagner l'émergence des startups cyber et IA. Merci beaucoup. Alors, avant de passer au troisième et dernier thème de ce panel, je voulais attirer votre attention sur les mots-clés qui ont été proposés par l'audience, qui sont très parlants, je trouve, parce qu'ils intègrent les 3 dimensions. Le pourquoi, le comment, et le dernier thématique qu'on va aborder, c'est plutôt le ensemble, qui est la partie partenariat et écosystème. Et donc, quand on voit ça, effectivement, on voit que
il y a une vraie question autour de la culture de cyber, culture de cybersécurité des individus dans un pays, sur un territoire, et que cette culture, ça doit être une culture partagée. Parce qu'évidemment, dans une communauté, la force de la communauté repose sur la force du plus faible. Et si on a des maillons faibles, très faibles, eh bien, ça affaiblit l'ensemble. Et donc, ça permet d'ouvrir finalement cette troisième thématique, qui est quels sont les partenariats et quels sont les écosystèmes pour renforcer la résilience cyber des PME africaines. Et par rapport à ça, je voulais rappeler quelques chiffres clés, encore une fois, qui sont que d'abord l'Afrique va faire face à une pénurie, une véritable pénurie, en termes d'experts en termes de cybersécurité. On estime à plus de 500 000 experts nécessaires sur le continent africain. Et à mon avis, c'est vraiment le minimum, parce que vu la taille du continent, 500 000 experts en cyber, ça me semble être un minimum d'ici 2030. La vraie question, c'est est-ce que les programmes pour former ces gens-là existent ? On va se poser cette question. La deuxième, c'est 90% des PME n'ont aucune personne dédiée, c'est ce que vous disiez, Kautar, tout à l'heure, n'ont aucune personne dédiée à la cybersécu. D'accord ? Ce qui est tout à fait naturel, hein, quand on est une petite boîte, on n'a pas les moyens de se payer ça. Donc du coup, la cybersécurité repose sur le collectif. Et donc la résilience des PME, des petites boîtes, ne peut du coup que reposer sur un écosystème, sur l'environnement des startups. Le troisième point, c'est que $1 investi, les études qui ont montré ça, permet d'éviter $4 de pertes dédiées aux incidents de cybersécurité. Quand on voit ça, plus tous les chiffres qui nous ont été présentés précédemment, je pense que l'enjeu est clair. Il n'y aura pas de développement en Afrique sans cyber. On parle effectivement beaucoup d'IA, on parle de beaucoup de choses, beaucoup de drones, de technologies, etc. Mais s'il n'y a pas de protection, si l'ingéniosité, si la créativité, si la productivité, si le travail n'est pas protégé, notamment par des moyens bien sûr légaux, mais aussi des moyens systémiques, cyber, l'Afrique ne pourra pas se développer. Et l'Afrique a vraiment besoin de ça. Et donc c'est là où la question collective, de comment on aborde collectivement cette question est importante. Alors je voudrais poser une question d'abord à Kautar, c'est quel rôle voyez-vous dans un fournisseur de solutions dans l'éducation à la cyber au niveau d'un opérateur comme vous? Est-ce que vous voyez un rôle autour de ça et comment vous implémentez ce rôle ou comment vous comptez l'implémenter pour le continent africain? Alors, le rôle est déjà mis en place parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le continent africain, on est une équipe, par exemple, dispatchée sur toute l'Afrique. La raison, en fait, ou bien l'objectif d'avoir cette équipe, c'est d'accompagner les clients et d'accompagner effectivement les startups et PME, d'avoir ce rapprochement avec eux, de leur expliquer en fait la valeur ajoutée de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des premiers leviers pour mettre en place ou bien pour lancer une entreprise. Et donc, s'il n'y a pas ces normes-là, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, Grégory, 30% aujourd'hui des marchés publics et privés exigent des normes de cyber minimum. Ça veut dire que si l'entreprise n'a pas certaines normes, tout simplement, elle n'aura pas la possibilité d'avancer ou d'avoir, par exemple, de partenariats sur l'échelle nationale, au Maroc, tout simplement au Maroc, ou bien sur l'échelle internationale. Et donc aujourd'hui, Kaspersky opère sur cette partie-là pour accompagner en termes de webinaires, en termes de sessions de workshops pour les PME, en termes même de formation offerte, par exemple, pour les ingénieurs, pour les accompagner à comprendre les solutions de cybersécurité. Et donc, ça, c'est effectivement l'innovation dont on parle, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de solutions innovantes, mais derrière, il faut des personnes formées pour pouvoir utiliser ces solutions-là. Aujourd'hui, on parle vraiment vous avez même parlé tout à l'heure de drones. Kaspersky a aussi un anti-drone, par exemple. Donc, c'est des solutions très innovantes pour accompagner les startups, les PME, les grandes entreprises. Mais derrière, il faut la formation, il faut l'accompagnement, il faut des stratégies de cybersécurité réelles et opérationnelles surtout, pour les entreprises, pour pouvoir effectivement avancer et répondre bien comme il faut aux menaces et aux incidents en temps réel.
Merci. Rachid, je veux plutôt interroger votre investissement associatif, notamment auprès de la PEBI, pour vous poser la question suivante. C'est d'une part, quelle synergie vous voyez se mettre en place au sein même du territoire marocain autour de la cyber, et d'autre part, comment le Maroc peut-il devenir un hub régional pour soutenir la cybersécurité et développer la cybersécurité? Alors, il y a déjà plusieurs initiatives qui étaient déjà lancées depuis plusieurs années dans le cadre de la fédération, sous le sponsoring du ministère de la Transition, de la DGSI et de la TD, puisqu'on travaille conjointement tous ensemble sur la mise en place des policies et des pratiques. Quand je prends effectivement l'exemple de la DGSI, il y a tout un master qui est fait de la part de la DGSI pour former toutes les administrations publiques dans les métiers de la cyber. Contre part de l'ADD, il y a effectivement qui s'appelle Academia Rahmia, initiative de l'ADD, qui porte un focus assez important sur la formation en matière de cyber. Nous, au sein de la fédération aussi, on a créé une commission cyber qui permet d'onboarder n'importe quel acteur de l'écosystème, PME ou même acteur institutionnel, pour monter en puissance petit à petit sur le métier de la cyber, découvrir, sensibiliser, transformer et implémenter des socles cyber de protection en interne. Et à l'échelle africaine, on a et effectivement à travers, avec la PEBI, la Fédération africaine, où il y a deux pays, on essaie de partager tous ensemble ces bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on partage les pratiques, on prototype, on POC ensemble, on regarde les performances d'un modèle par rapport à un autre. Il y a toute une dynamique portée par le ministère qui vise effectivement à promouvoir cette... Excellent, merci beaucoup. Monsieur Coulibaly, deux questions. D'abord, quel message est-ce que vous souhaitez adresser aux entrepreneurs qui n'investissent toujours pas en cyber? Et deuxièmement, comment vous pensez, vous, à votre niveau, participer à une collaboration publique-privée dans le domaine de la cybersécurité, mais cette fois au-delà de votre territoire, de manière plutôt panafricaine? Alors, premier message, en Côte d'Ivoire, on a un dicton qui dit que, je le paraphrase un peu, mais souvent c'est les conséquences qui sont le meilleur coach, le meilleur professeur. Donc, si vous ne et ça c'est le message adressé bien sûr aux PME, si vous n'anticipez pas en faisant de la prévoyance, se prévenir de la cybersécurité, des attaques que vous pouvez avoir, ça sera les conséquences qui seront votre enseignement. Et donc, pour moi, il vaut mieux prévenir que guérir. Il est important que ces PME comprennent l'importance de la cybersécurité, de se protéger et de respecter ces normes afin d'éviter d'avoir à payer 4 fois plus que d'investir initialement, comme vous l'avez mentionné. Prévoir, c'est diriger. Ça, c'est le message fort. Prévoir, c'est diriger. Voilà, exactement. Prévoir, c'est diriger. Donc, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, coopération non seulement publique-privée, mais aussi régionale, voire continentale. Je suis actuellement, présentement, malheureusement, dans la chambre d'hôtel. J'aurais bien voulu être avec vous, mais je participe actuellement justement au Transform Africa Summit de Smart Africa, où les discussions sont exactement dans ce sens. On essaie de travailler sur la coopération intercontinentale sur plusieurs domaines importants, notamment la gouvernance des données, la formation qui est essentielle et aussi les infrastructures souveraines. Donc des éléments importants qui ne sont pas seulement à être développés de manière spécifique par pays en silo, mais qui tirent un avantage à être des coopérations, des collaborations interpays qui nous permettent de pouvoir avoir un impact un peu plus grand et aussi faire des économies d'échelle et aussi partager nos expériences positives ou négatives afin de pouvoir prévenir et anticiper des conséquences que certains pays auraient déjà eu à expérimenter. Au niveau interne et public-privé, il est important aussi que cette collaboration soit établie. C'est pour ça que dès la conception de nos stratégies, nous avons inclus l'ensemble de l'écosystème ivoirien, que ce soit le secteur privé, public, académique et la société civile de manière générale,
dans l'élaboration même de la stratégie. Donc, à la base, tout le monde était impliqué. Ce n'est pas une stratégie du gouvernement, c'est une stratégie de l'écosystème ivoirien. Et après, dans sa mise en œuvre, il est important que tous restent aussi actifs. C'est une chose de créer une stratégie, c'est une autre chose de la mettre en œuvre. Et dans ce cadre-là, il faut que ce soit aussi une collaboration publique-privée. Et après, il s'agira de maîtriser l'ensemble des éléments qui rentrent en compte de cette stratégie afin de pouvoir ensemble arriver à tirer le meilleur profit et aussi à prévenir des dangers qui nous guettent tous. Parce qu'une attaque cyber, c'est pas seulement le gouvernement qui sera affecté si ça est une attaque vers des institutions publiques, mais ça pourrait être aussi avoir des conséquences aussi sur le secteur, vice-versa. Si une grande entreprise privée, même des PME sont attaquées, le gouvernement aussi en aura des conséquences. Donc c'est important qu'on collabore, public-privé, à cette échelle, mais aussi au niveau international, que l'Afrique, qui est un des continents les plus visés par ces attaques, puisse s'unir et se protéger collectivement. Très bien, merci beaucoup. Yves, pour un acteur comme Plug and Play, qui est un acteur multimodal panafricain, comment vous pensez que vous pouvez connecter l'écosystème africain dans votre rôle autour de solutions vraiment globales, enfin globales au sens partagé à l'échelle du continent? Donc nous, on a plusieurs initiatives, mais je vais revenir un peu sur les fondamentaux. La première, c'est qu'on pense souvent que des sociétés d'investissement comme la nôtre n'investissent pas assez dans la cyber et un peu trop sur les AI. En fait, on investit énormément sur la cyber. Je peux vous citer des très très belles pépites dans lesquelles on a investi récemment. Il y en a de nombreuses. Et on voudrait en voir beaucoup plus en Afrique. Alors pourquoi c'est important? Je voudrais répondre d'abord à cette question. Il faut savoir que l'AI va tellement vite, et vous l'avez vu hier dans l'exercice qu'on a fait, dans le Fire Drill, pour ceux qui étaient là, qu'aujourd'hui, il faut des réponses extrêmement innovantes, très disruptives, qui vont pouvoir défendre avec ces nouvelles technologies qui arrivent par l'IA et qui viennent en fait attaquer nos systèmes avec des méthodes extrêmement innovantes. Donc il faut qu'on développe l'innovation dans la cyber. Et en Afrique, on a un deuxième paramètre, c'est que l'Afrique aujourd'hui, il y a eu un greenfield dans le digital pendant des années. Donc aujourd'hui, l'agenda du digital en Afrique va beaucoup plus vite que dans certains pays que je ne citerai pas, j'en viens d'un particulièrement. Et on sait aujourd'hui que ce greenfield fait que l'agenda digital va beaucoup plus vite que dans d'autres pays dits modernes, entre guillemets. Donc, potentiellement, les impacts en Afrique sont supérieurs du fait qu'aujourd'hui, ça se digitalise à une vitesse incroyable. Donc ça, c'est un deuxième paramètre. La troisième, c'est qu'est-ce qu'on veut y faire? Nous, aujourd'hui, on veut, en Afrique, monter des centres d'excellence, d'ailleurs avec des éditeurs, avec des startups, avec les institutions, dédiés à la cybersécurité, qui vont pouvoir promouvoir l'innovation de la cyber, et qui vont aussi pouvoir expliquer, et je pense que pour moi aujourd'hui, les décideurs n'ont pas assez de compréhension des enjeux de la cyber, et on n'a pas parlé encore du quantique qui arrive. Donc il faut impérativement que ces centres d'excellence qu'on veut monter ici en Afrique, et l'ensemble de nos partenaires, et les éditeurs, et l'ensemble des organisations, j'allais dire aussi des Big Four, etc., viennent démultiplier cet effort d'awareness sur la cyber. Donc, centre d'excellence sur la cyber, éducation, coopération, de façon à développer l'innovation et le déploiement de la cyber au niveau national et international en Afrique. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est 1 minute chacun. Pas plus chrono, 1 minute chacun pour une question très simple. Si vous deviez donner une et une seule recommandation à un dirigeant de PME pour qu'il améliore sa cybersécurité demain matin, quelle serait-elle? Kautar. Alors la première recommandation, c'est de former et sensibiliser les employés, parce que la solution seule n'est pas, elle n'est pas suffisante. Donc il faut vraiment que les employés ou bien les collaborateurs aussi doivent faire un travail de pare-feu aux incidents.
À partir de lundi matin, pensez à changer vos mots de passe, à faire par exemple une authentification à double facteur. C'est quelque chose de très simple, de très rapide, mais ça va vraiment aider à ne pas avoir de fuite de données par exemple. Et les cybercriminels ou bien les cyberattaquants auront du mal à accéder par la suite aux données de l'entreprise. Donc, voilà. Merci, Kautar. Avec plaisir. Une recommandation, Rachid. Alors, moi, ce sera une seule, c'est adhérer à la commission cybersécurité de la fédération. C'est très simple. Allez-y tous, adhérez à la commission cybersécurité de l'APBI. De la fédération marocaine. Pourquoi? Parce que automatiquement, vous allez trouver tout un arsenal juridique qui est prêt à vous accompagner, vous onboarder et vous suivre durant tout votre processus de conformité cyber, de manière assez agréable, assez naturelle, avec des experts. Et il n'y a pas mieux. Ah, bravo, on peut vous applaudir. Yves, une recommandation. Moi, j'en ai qu'une. Vous prenez un dirigeant de PME aujourd'hui qui a été hacké, vous l'amenez à son collègue qui dirige une PME qui n'a pas encore été hackée, et je pense que c'est suffisant immédiatement pour qu'il change d'avis sur pourquoi la cyber c'est important. Merci Yves. Et pour finir, Stéphane, une recommandation. J'ai bien aimé celle-là. Je dirais au niveau de l'équipe dirigeante, de commencer dès là-bas, avec un responsable cybersécurité dans le board, dans l'équipe dirigeante. C'est très important de réfléchir à la cartographie des risques et aussi à prévenir, entraîner les employés en les formant dès la base. Donc, il faut quelqu'un qui soit assis avec l'équipe dirigeante à la source même des décisions qui sont prises pour cette entreprise. Donc, c'est important d'avoir des dirigeants avec de l'expérience et de la connaissance en cybersécurité. Merci beaucoup. Alors, on peut applaudir nos panélistes, s'il vous plaît. Alors, pour les remercier, je voulais simplement dire, la cybersécurité, vous l'avez compris, c'est pas forcément le sujet le plus sexy de tous ceux qui ont été abordés lors de cette conférence, mais c'est probablement un des plus essentiels, un des plus centraux, un de ceux qui créent le plus de valeur réelle à très court terme. Bien sûr, l'innovation, l'IA, tous les éléments, le quantique, tous les éléments dont on a parlé, mais tout ça n'est rien si nos entreprises ne sont pas protégées. Et donc, à nouveau, un grand applaudissement à nos panélistes. Merci beaucoup infiniment. à toi. La petite photo de la fin.